tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog lecture assez spécial puisque ça va être un vlog relecture de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses. Je profite du fait que Nina Quill organise une lecture commune de ses livres pour enfin les relire. Ça fait longtemps que j'en avais envie. C'est l'occasion. C'est un peu spécial pour moi cette trilogie là parce que quand je l'ai découverte en 2016-2017, je sais plus exactement, c'est là que je me suis lancée sur Bookstagram. C'est vraiment ces livres là qui m'ont remise à fond dans la lecture et qui m'ont lancée, qui m'ont donné envie de m'impliquer dans Booksta, donc vous comprenez qu'ils ont une place spéciale dans mon cœur. En plus, il y a des années de ça, quand j'avais fait un premier essai de chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo dédiée à ce tome en particulier où j'expliquais pourquoi ce n'était pas une réécriture de La Belle et la Bête, mais une réécriture d'autre chose. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je regrette vraiment de ne pas avoir gardé cette vidéo que j'avais fait là il y a plusieurs années parce que va falloir que je me ressouvienne de tout ce que j'avais dit à l'époque. Ça va pas être facile, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de vous parler et qui me paraît important. Donc le programme, c'est de lire ce premier tome ce week-end. Il est pas très gros, il fait 400 pages et surtout de l'annoter. Alors j'ai mes petits stickers et j'ai mes 120 stylos que j'ai reçus pour Noël, donc je pense que j'aurai du choix si je veux surligner, faire des petits dessins et tout ça. Je vais vraiment me lâcher dans ce livre là parce que j'en ai envie, tout simplement. J'ai envie de rendre ça spécial. Alors j'ai un peu peur aussi de moins aimer parce que bien sûr depuis plus de 5 ans maintenant, mes goûts ont beaucoup changé en termes de lecture. Je suis devenue plus difficile aussi je pense et plus réflexive par rapport à ce que je lis. Sarah J. Maas, c'est une autrice qui n'est pas parfaite. Elle est vraiment pas la meilleure en ce qu'il s'agit de diversité, même si elle s'est améliorée au fur et à mesure du temps et dans les derniers tomes d'Akotar, dans les tomes de Crescent City, on voit qu'il y a un effort, mais c'est quand même toujours pas l'autrice que vous allez lire si vous voulez de la diversité dans vos lectures. Voilà. Elle a aussi tendance à s'auto-plagier. Elle utilise les mêmes expressions pour parler de plusieurs personnages à travers ses différentes séries. Son écriture n'est pas forcément la meilleure, mais que voulez-vous, moi je suis accro quand je lis un de ses livres, je ressens tellement d'émotions, je les dévore et c'est ça qui en fait des coups de cœur, même s'ils sont pas parfaits, juste à cause des émotions qu'ils me font ressentir et de mon implication auprès des personnages. Vous le savez très bien, je suis toujours obsédée par Bran de Crescent City, même si ça fait un an que j'ai lu le deuxième tome et donc je l'ai vu pour la dernière fois. Voilà, c'est ça que font ces personnages et ce qui pour moi fait la force de ces livres. Le programme de ce vlog est très simple, je vais attaquer ma relecture, me lâcher niveau annotation, vous les partagez bien sûr, vous partagez mes avis sur votre lecture. Il y aura des spoilers mais je les signalerai si jamais vous n'avez pas encore lu le livre. Et surtout, j'ai très hâte, mais je pense que je le ferai quand j'aurai fini le livre et que je me serai rafraîchi la mémoire, de vous dire de quoi est vraiment inspirée cette histoire. Je vais faire de ces teasings. J'espère que vous ne serez pas déçus. En tout cas, je me fais un petit thé et j'attaque. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. Oh. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy
of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Time de faire une petite update. J'en suis à un tiers du livre à peu près. Donc là, on avance bien. Je voudrais lire la moitié aujourd'hui, la moitié demain idéalement. Vous voyez que niveau post-it, je me suis bien amusée. Je pense qu'en fin de vlog, je ferai un petit clip-through pour vous montrer plus en détail toutes les décorations et tout que j'ai faites. Donc, par exemple, là, je me suis amusée avec les ronces qu'il y avait déjà sur la page à dessiner des roses vu qu'elle décrivait la cour des fées. Je fais un dessin, alors la qualité de mes dessins, dessin du masque de renard de Lucien. Vous moquez pas de mon style, mais je m'amuse, je prends des notes et c'est vraiment sympa de me replonger dans l'univers. Pour le moment, franchement, tout va bien, je suis toujours fan. En fait, je me rends compte, je vous parle de tout ça, mais j'ai pas décrit l'histoire parce que je suis partie du principe que tout le monde connaissait, mais au cas où, on a le personnage de Feyre qui est une jeune fille de 19 ans qui tente de survivre en étant très pauvre avec son père et ses 2 sœurs aînées. Mais en fait, elle est celle qui est comme en charge de la famille, c'est elle qui chasse, c'est elle qui ramène de l'argent et ils sont pas hyper reconnaissants. Je me souviens vraiment en lisant ce début pourquoi j'aimais pas Nesta, parce qu'elle est vraiment détestable au début. Hélène est un peu comme passive, alors l'autrice va les améliorer au fur et à mesure des tomes, vu que Nesta elle a le 4e tome qui est à son sujet. Mais là au début elles sont vraiment insupportables et pas agréables, ou même n'apprécient pas tout ce que Feyre fait pour elles, pour les aider à survivre. Et un jour elle va aller dans la forêt et tuer un loup qui en fait était une fée. Parce que dans cet univers il y a les fées et les humains qui vivent séparés par un mur. Et pour rembourser sa dette d'avoir tué une fée, elle va devoir aller au royaume de Prythien, au royaume des fées, et rester avec le High Lord, donc le seigneur de la cour du printemps, à qui appartenait le soldat qu'elle a tué. Donc dans cette première partie du livre, on la suit vraiment elle au début, sa vie qu'elle a, puis quand elle va arriver à la cour du printemps, et là elle commence à s'habituer à y être un petit peu et à voir qu'il y a des problèmes au royaume des fées. Je me souvenais pas que dans ce livre-là on rencontrait autant de créatures féeriques. Tous les post-it vert foncé, je sais pas si ça va faire le focus. Allez. Non. Tous les post-it vert foncé, ils sont pour les côtés world building. Il y a plein d'êtres, genre il y a les Puka, le Bog, les Naja. Sarah J. Maas, elle est vraiment allée s'inspirer de toutes les mythologies et légendes qu'elle a pu trouver pour son monde. J'ai aussi noté certaines choses qui revenaient et qui étaient un peu associées aux légendes européennes sur les fées. Par exemple, le fait qu'elles craignent le fer, le fait qu'elles peuvent pas mentir et que leurs promesses sont sacrées mais qu'elles vont toujours avoir comme des loopholes, le fait qu'il faut pas manger leur nourriture ou boire ce qu'ils ont parce qu'après on est piégé dans leur royaume. Tous ces trucs là, c'est des éléments qui reviennent vraiment dans les légendes traditionnelles et les mythes, le folklore autour des fées. Donc c'est intéressant qu'elle les ait intégrés là-dedans, même si on voit après que c'est pas tout à fait ça qui se passe. J'ai aussi noté en jaune les points un petit peu plus autour de l'intrigue parce que, comme je disais, on voit qu'il y a un problème dans ce monde des fées et qu'il y a un danger qui rôde. Donc j'ai noté un peu ce qui se relie à ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le rouge, c'est pour le personnage de Feyre. J'ai le bleu pour s'il y a des passages que je trouve beaux. Par exemple, là, elle décrivait la neige, le sentiment de paix qu'on a avec la neige. Sinon, j'ai... Donc là j'ai fait mon petit index des couleurs, le rose vif pour les personnages qui ne sont pas Tamlin et Feyre, qui ont leur propre couleur. Donc par exemple Lucien, Hélène, Nesta, le Suriel aussi qu'on voit apparaître, je me souvenais pas qu'il était là aussi rapidement, qui est une espèce de créature féerique qui ne peut pas mentir pour de vrai, lui. En orange, c'est ce que j'ai pas aimé. Par exemple le fait qu'elle dépece, je sais pas prononcer ça souvent, le loup qui est en fait une fée, je trouve ça vraiment dégueulasse. Elle aussi elle trouve ça dégueulasse quand elle découvre que c'est une fée. Et relationship, le rose très pâle, donc entre Feyre et Tamlin, là on voit un petit peu l'attraction, l'attirance qui commence à se développer entre les deux. Et cette espèce de rose violet là, c'est les indices pour ce qui va venir plus tard.
Donc là, spoiler. Par exemple, le fait qu'elle ait peint une armoire chez elle avec des tiroirs de chaque couleur, c'est quelque chose qui est revenu plus tard dans le livre. Par exemple, Hélène, elle a fait avec des fleurs. Celle de Nesta, elle a fait avec des flammes. Et on sait que le tome sur Nesta, c'est un palais de flammes d'argent. Celle pour elle, elle l'a faite avec une nuit étoilée. Et on sait qu'elle va finir dans la cour de la nuit avec Rhysand, n'est-ce pas? Et il y en avait un autre que j'avais noté quand elle découvre toutes les cours qui existent en Prythien. Elle va parler en particulier de la cour de la nuit en disant « A land of lethal beauty, the hair on my arms rose ». C'est comme elle a une réaction déjà viscérale quand elle voit la cour de la nuit. Donc comme des petits indices qui montrent qu'est-ce qui va peut-être se passer. Et puis en violet foncé, j'ai mis les indices pour moi qui se réfèrent à la balade de Tamlin, qui est une légende un petit peu écossaise et qui pour moi est la vraie inspiration derrière ce livre. Donc vous voyez, je commence à vous révéler des choses. Je vous dirai un petit peu plus pourquoi plus tard. En toute honnêteté, c'est clair qu'il y a des petits moments qui rappellent un petit peu La Belle et la Bête, par exemple quand Tamlin essaye de lui faire des compliments et que ça a l'air d'être comme dans le repas avec la bête, dans le dessin animé La Belle et la Bête, où il essaye de lui dire des choses gentilles et ça marche pas trop. Il y a un autre moment quand elle le soigne après qu'il était attaqué aussi, donc il y a des petits trucs comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment la balade de Tamlin, l'inspiration de ce livre. Et ça commence vraiment par le fait que le seigneur de la cour du printemps, un des personnages principaux, s'appelle Tamlin. Je veux dire, si ça c'est pas un gros indice, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Pour le moment, comme je vous disais, gros plaisir de reprendre ce livre. Ça me rassure un petit peu, j'avais peur d'être déçue, mais franchement, quand je lisais ce livre, et même en me le relisant, je l'aime bien, moi, Tamlin. Je sais pas qu'est-ce qui va péter dans sa tête plus tard pour qu'il devienne si désagréable, mais dans ce début-là, je l'aime beaucoup. Et je comprends comment on pouvait suivre une fausse piste avec Sarah J. Maas et tout avec lui, parce que c'est quand même un... C'est ça, je l'aime bien au début, Tamlin. Je me laisse porter comme la première fois. Donc pour le moment, cette relecture se passe très bien. Donc voilà pour la petite update pour le moment. Je sais pas si j'en referai une avant de finir ou si je vais garder pour la fin toutes mes pensées sur le livre et en particulier la balade de Tamlin. Mais je vous retrouve très bientôt. Ça y est, j'ai fini ma relecture d'Akota. En vrai, je l'ai fini hier, mais j'avais besoin d'un petit moment pour rassembler mes pensées. Puis je pense que j'étais comme intimidée de faire cette fin de vlog parce que il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler et j'avais peur d'en oublier certaines. Après, je me suis dit, Élise, l'avenir du monde ne dépend pas de ton vlog sur Akota. C'est pas grave si tu oublies des choses. Donc je vais vous parler de ce que je me souviens. Il y aura une partie plus générale et une autre où je vais aller plus en détail, donc il y aura des spoilers. Mais je vous le dirai avant. Je suis déjà hyper soulagée parce que je l'ai quasiment autant aimé que la première fois où je l'ai lu. Quasiment autant parce que là j'avais un regard plus critique sur le livre et j'étais plus attentive à certaines choses. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ma lecture. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que le début est un peu lent, qu'il se passe pas grand chose, mais ça m'a vraiment pas choquée. J'étais vraiment plongée direct dans l'histoire, j'avais plus envie de lâcher le livre. J'étais à fond. D'ailleurs j'ai aussi lu avec la version audio scénarisée qui est sur Scribd, donc avec comme des bruits et des choses comme ça en plus. C'était sympa mais c'était un peu perturbant parce que des fois il y avait des phrases qui manquaient. Par contre j'ai trouvé que c'était vraiment chouette pour toutes les parties où il y avait comme de la musique, des célébrations et tout ça, ça mettait vraiment dans l'ambiance, ou alors quand il y avait un moment plein de tension, les effets sonores mettaient vraiment dans l'ambiance. Je sais pas encore si je vais le refaire pour le deuxième livre ou pas, je vais voir parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ralenti mon rythme de lecture quand même. Pourquoi est-ce que celui-là me plaît en particulier? Je m'en suis rendu compte en le relisant, c'est parce que contrairement aux autres qui vont suivre,
celui-là est vraiment beaucoup plus ancré dans tout ce qui est folklore des fées, principalement européens, comparé aux autres tomes où elle va aller piocher des éléments, notamment les noms des personnages, mais où ça va pas y être autant accroché, et je pense peut-être c'est normal, elle a comme développé l'univers qu'elle avait en tête. Celui-là elle est partie de quelque chose existant, mais j'aime beaucoup cet aspect-là. On a vraiment toutes les caractéristiques, on va dire, qui sont associées aux fées dans les légendes, qu'on parle du fer, que là il y ait l'importance de la danse des fées qui est assez envoûtante, qui peuvent faire un glamour, donc comme masquer leur vraie apparence ou transformer la mémoire des gens, que leur nourriture il faut pas la boire, pas la manger, enfin il y a comme plein d'éléments comme ça qui sont tirés du folklore européen. Il y a aussi un peu ce côté cruel des fées, genre les fées comme des êtres farceurs mais qui peuvent aller jusqu'à la cruauté, qui est quelque chose qui ressort beaucoup dans les histoires et les légendes, et qui est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans Le Prince Cruel d'Holly Black, et c'est très présent dans ce livre. Donc tout cet aspect féerie-là dans ACOTAR est vraiment centré sur du folklore et des légendes européennes, et notamment la balade de Tamlin, dont je vous parlerai un petit peu plus dans la partie spoilante. Et je trouve que c'est très intéressant de retrouver tout ça, c'est quelque chose que j'aime de base, donc j'aime le retrouver dans l'univers fantasy plus moderne, on va dire. Sinon j'ai aimé la relation entre Feyre et Tamlin dans ce livre-là. Je vais me faire jeter la pierre peut-être, mais j'aime Tamlin dans ce tome. Il a des comportements contrôlants un peu limite des fois, mais en fait ce que je me dis c'est que il marchait sur la limite de ce qui est acceptable, et à la fin du livre il aurait pu passer du bon côté de la zone et réaliser par exemple que Feyre elle est capable de se débrouiller toute seule et qu'il n'a pas à la garder sauve tout le temps et à la protéger tout le temps au détriment de sa liberté. Et au lieu de basculer du bon côté, il va basculer du côté obscur de la force. Et ça j'ai été plus attentive du coup dans ce tome lors de cette relecture là. Mais sinon, à part ça, j'aimais vraiment leur relation et comment ça évolue petit à petit au fur et à mesure du temps. Et c'est pas juste immédiat, genre... parce que des fois on voit ça aussi, dès que la première fois ils s'embrassent, ça y est, ils font tout ensemble et ça va super vite. Là j'ai aimé que ça prenne un peu plus son temps. D'ailleurs en parlant de ça, je me souviens d'une des choses que j'avais beaucoup aimé quand j'avais découvert Sarah J. Maas la première fois, donc il y a plusieurs années. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup en fantasy de ce genre. C'est que son héroïne avait déjà eu des rapports intimes, physiques avec une autre personne avant de se retrouver avec Tamlin. C'était pas la jeune fille innocente et pure qu'on voit beaucoup dans ce genre de fantasy, et même que Sarah J. Maas parle de contraception dans son livre. Et ça c'est quelque chose que j'aimais bien quand même qu'elle fasse, même si après on a des trucs totalement irréalistes qui vont se passer à ce niveau-là. J'apprécie toujours qu'elle ait ce genre d'héroïnes qui ont eu une vie avant de se retrouver avec le personnage principal de l'histoire. Je trouve ça vraiment chouette. Un truc que j'ai trouvé un peu lourd par contre, c'est toute l'insistance sur la peinture et comment elle voit le monde à travers les couleurs de peintre et tout ça. J'étais comme, ça suffit là, ça suffit. Genre à chaque fois c'est, je serais jamais capable de peindre telle chose de cette personne. Et... comment, c'est bon, c'est bon. Il y a d'autres choses auxquelles penser en ce moment, comme survivre. Ça m'a un peu frustrée. Il y a la première rencontre avec Rhysand qui était quelque chose que j'avais hâte de revoir, sachant qu'est-ce qui va se passer dans les prochains tomes. J'avais hâte de relire ça et d'être plus attentive à leurs interactions à eux deux. Aussi, je me souvenais pas que le livre était aussi sombre et dur des fois, mais il se passe quand même des choses difficiles. Je pense que ça va être tout pour ma partie sans spoiler. Donc le résumé c'est que j'ai encore beaucoup aimé, je mettrai 4,5 sur 5. Je trouve d'ailleurs, oui je me souviens que je voulais dire ça, étrangement, je le trouve mieux écrit que Crescent City. Je sais pas si c'est parce qu'elle a arrêté de faire des efforts, parce qu'elle vendait beaucoup trop de livres et que ça valait plus la peine, mais je le trouve mieux écrit que Crescent City, qu'elle a pourtant écrit après. D'habitude ça va dans l'autre sens. Donc voilà, je ne sais qu'en déduire. Maintenant, pour passer à la partie spoiler, je vous avais dit que pour moi, A Court of Thorns and Roses, c'était pas tant une réécriture de La Belle et la Bête, et que ça allait être beaucoup plus une réécriture de la balade de Tamlin. En le relisant, je me rends compte quand même qu'il y a des éléments de La Belle et la Bête, et je pense que l'histoire peut vraiment être coupée en deux sections. Cette partie qui est plus réécriture de La Belle et la Bête, avec notamment le fait que pour rompre la malédiction
de Tamlin, il fallait qu'il trouve une personne qui serait capable de l'aimer et de lui dire je t'aime, ça fait très Belle et la Bête, Psyché, enfin ce genre d'histoire là. Par contre, toute la deuxième partie qui va se passer sous la montagne, elle est vraiment très inspirée par la balade de Tamlin, qui est une balade écossaise où une jeune femme va croiser la route de Tamlin. Donc vous voyez qu'elle n'est pas allée chercher loin pour le prénom de son héros, c'est directement le nom de ce personnage de balade écossaise là. Et elle va, bon, dans la balade, elle tombe enceinte de lui, puis elle essaye après de le sauver de la reine des fées en gros. Et pour le sauver, je me souviens qu'il y a une des épreuves où elle doit rester accrochée à lui, peu importe la forme qu'il va prendre, elle va se métamorphoser en serpent, en lion, en feu, il faut pas qu'elle le lâche. Donc c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui va aller affronter la reine des fées pour sauver l'homme qu'elle aime. Est-ce que vous voyez le lien? Ici aussi on a Tamlin qui est victime d'une malédiction, qui d'ailleurs aussi je pense dans certaines légendes n'a plus de cœur, parce que la reine des fées lui a pris son cœur et c'est comme ça qu'elle le contrôle. Et ça je m'en souvenais pas mais c'est ce qui se passe ici aussi, il a un cœur de pierre Tamlin parce que là Amarantha a pris le cœur de tous les High Lords de Prythian et les contrôle comme ça, donc ça aussi c'est un aspect de la légende de Tamlin, le fait qu'il n'ait plus de vrai cœur à lui. Et Feyre va dans la montagne s'opposer à la reine des fées pour le sauver et elle va devoir passer des épreuves pour le sauver, comme dans la balade. Il y a aussi le fait que Tamlin est métamorphe, donc on pourrait l'associer à sa forme de bête, mais techniquement il peut se transformer en tout ce qu'il veut et ce qui fait aussi écho à ces transformations que le Tamlin de l'histoire subit et du fait que Staël qu'il aime doit rester avec lui malgré toutes ces transformations là. Mais vraiment le côté jeune femme qui va s'opposer à la reine des fées et passer des épreuves, ça c'est 100% la balade de Tamlin. Le fait qu'elle ait nommé son héros comme ça, clairement ça l'a inspiré aussi. Mais c'est quelque chose que Sarah J. Maas fait beaucoup, après elle va pas forcément chercher très loin pour les prénoms de ses personnages. Elle s'inspire beaucoup de différentes mythologies du monde pour les nommer. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire dans ces livres avec les différentes mythologies, donc ça on aime ou on n'aime pas. Moi ça me dérange pas trop mais des fois ça me fait un peu rire, je me dis bon elle est pas aller chercher très loin ça. Mais en tout cas, pour revenir à ça, donc ACOTAR, oui on peut dire que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais je trouve que l'aspect balade de Tamlin est beaucoup plus présent, notamment par le fait qu'on est dans cet univers qui est assez proche des fées du folklore européen. Comme je vous disais, ça va beaucoup changer dans la suite des livres. Quand on va dans la cour de la nuit, tout ça, on change pas mal de vibe. Et elle est allée chercher peut-être plus d'autres éléments. Mais dans ce premier tome, on reste vraiment là-dessus, sur cette histoire d'amour entre une humaine et un fée. Un fae. Entre Feyre et Tamlin et le fait qu'elles doivent le sauver. Donc elle a vraiment mêlé les histoires et rajouté un petit peu des choses à sa sauce. En tout cas c'est comme ça que je vois vraiment son livre. Je révise un peu mon jugement que oui il y a des éléments de La Belle et la Bête, mais quand même l'histoire de Tamlin, la balade de Tamlin est prévalente dans ce qu'il a inspiré pour cette réécriture. Et c'est une réécriture de la balade de Tamlin pour moi. Je me souviens d'ailleurs que ça m'avait marqué parce que juste avant de lire ACOTAR, ou juste après, en tout cas pas loin, j'avais lu une autre réécriture de Tamlin qui était encore plus proche, qui s'appelait Thornjack, et avec tous ces mêmes éléments, le fait qu'il n'avait pas de cœur, qu'il devait attirer une jeune femme je pense, et la donner à la reine des fées, le fait qu'elle tombe amoureuse de lui, puis qu'au final lui tombait aussi amoureux d'elle, et qu'après il se faisait emprisonner par la reine des fées et qu'elle devait aller le chercher, le sauver à travers plusieurs épreuves difficiles, le fait qu'il y avait tout ce côté glamour, genre ensorcellement des fées, leur beauté empoisonnée, tout ça c'était des éléments qu'il y avait dans cette réécriture, c'est des éléments qu'on retrouve vraiment dans ACOTAR et qui viennent appuyer ma position par rapport au livre. Dans l'absolu ça n'a pas vraiment d'importance, je l'ai aimé pareil et je trouve ça intéressant au contraire qu'elle soit allée piocher dans différentes choses. J'ai essayé de noter aussi dès ce premier tome des choses qui je sais vont revenir peut-être dans le tome 2 mais sûrement dans le tome 3 avec
le roi de Hybern quand il va décider de venir foutre le bordel. Donc j'ai essayé de les noter d'avance. J'ai vraiment aussi noté, comme je disais avant, tous les passages où il y avait Rhysand pour voir. Parce que je sais que dans le deuxième tome, il va venir justifier toutes les actions qui sont assez questionnables qu'il a faites dans ce tome-là, comme il le faisait pour la protéger. Ça passe ou pas, je suis toujours pas sûre. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de plus les noter là. Et il y a vraiment tellement de descriptions en fait de Rhysand, on se rend compte assez tôt qu'il allait être beaucoup plus que ce qu'elle nous le laissait paraître. Et je m'étais mis une note aussi, j'ai mis des post-it comme ça mais je pense que je vais changer le papier. Qu'il y avait une opposition intéressante entre Tamlin qui refuse de se soumettre à Amarantha et de devenir un peu son consort ou en tout cas son amant. Peu importe ce qu'elle fait, il refuse. Alors est-ce que c'est par fierté ou quoi, je sais pas, mais au contraire on a Rhysand qui lui se sacrifie et qui prend ce rôle-là pour protéger son peuple. Donc je trouve que c'est un parallèle intéressant qu'on ait ces deux personnages qui, face à une même situation, choisissent des solutions vraiment différentes. Là je vais même spoiler je pense le deuxième tome, mais j'ai noté le moment où il se rend compte qu'il y a un mate bond entre Feyre et Rhysand, le moment où il réalise que c'est sa mate et qu'il est en choc. Et j'avais noté plein de moments avant aussi, des indices qu'il se soucie vraiment d'elle. D'ailleurs mes post-it de relation au début c'était entre Tamlin et Feyre et puis à la fin du livre c'était entre Rhysand et Feyre. Ça c'est assez drôle. Et j'avais noté aussi un aspect que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à voir les premiers indices que Feyre va avoir un stress post-traumatique et qu'elle a été absolument traumatisée par ce qui s'est passé sous la montagne avec Amarantha. Et franchement, je la comprends totalement, je pense que je serais dans un état encore pire qu'elle. Je pense que c'est à peu près ça que je voulais vous dire, c'est sûr que j'ai oublié des choses, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez venir m'en parler en DM sur Instagram, en commentaire ici, dans mon Patreon si vous en faites partie, ça me fera plaisir d'en discuter plus en détail avec vous. Ces livres ont vraiment une place particulière dans mon cœur, comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui m'ont vraiment relancé à fond dans la lecture, dans Bookstagram et tout ça, donc même s'il y a certaines choses que j'aime pas, même s'il y a certains trucs de l'autrice que je trouve questionnables, ils gardent une place particulière dans mon cœur. Je me suis vraiment amusée à annoter et à décorer le livre, je me suis lâchée. Alors regardez, j'ai fait une petite collant avec Rhysand. J'en ai fait pour d'autres personnages. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais arrêter le vlog parler là, mais je vais vous mettre une petite partie musicale avec tout ce que j'ai annoté, un petit flip-through de mes annotations. Donc vous pourrez voir un petit peu le travail que j'ai fait sur ce livre-là, et surtout dites-moi si vous aimeriez me voir le faire avec les prochains tomes ou avec d'autres livres, parce que je me rends compte que j'aime vraiment ça. Annoter, c'est juste qu'il faut franchir le pas et oser écrire dans un livre. Ça c'est difficile. En tout cas j'ai mis en bon usage les 120 je crois feutres qu'on m'a offert pour Noël parce que j'avais pas cette couleur de post-it par rapport à tout ce que je voulais faire. Donc j'espère que ce vlog lecture à Cotard vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner à mon compte. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas non plus à rejoindre... Ouh, j'ai failli m'assommer, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon si ça vous tente, aussi pour encore plus de moments lecture et de contenu. Dites-moi si vous avez lu ces livres, ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a aussi plein de gens qui ne les aiment pas du tout. Et j'aime voir les vidéos des gens qui les critiquent. J'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'on peut chacun avoir ses goûts sans souci. Mais dites-le moi dans les commentaires dans tous les cas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Plans were always falling. I know you need out sometimes. Head on the glass by traffic lights. Thoughts never felt so blind, so we take off in amazing dive. Driving circles, growing sick of the weather. Heather gray, you fell asleep in my sweatshirt. I leave the world and make a new one together.
this that